Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les Namibiens sont appelés aux urnes ce vendredi pour les élections législatives et présidentielles. Grande nouveauté de ce scrutin, l'introduction du vote électronique. Le Gabon et la Côte d'Ivoire ont conclu 5 nouveaux accords de coopération. L'un d'entre eux supprime les visas entre les deux pays pour les passeports diplomatiques. Et le Forum mondial des droits de l'homme a débuté au Maroc, une seconde édition qui met l'accent sur la politique de promotion des droits humains dans les pays du Sud et notamment dans les pays arabes. Mais tout d'abord, le Burkina Faso va demander au Maroc l'extradition de l'ancien président Blaise Compaoré qui a démissionné fin octobre après un soulèvement populaire. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre de la Transition Isaac Zida. Le chef du gouvernement a également indiqué que le dossier sur l'assassinat de l'ex-chef d'État Thomas Sankara sera entièrement rouvert et que la justice devra se prononcer. En Namibie, les élections législatives et présidentielles ont lieu ce vendredi. Si le parti au pouvoir et le président sont donnés grands favoris, la nouveauté réside dans l'introduction de machines équipées d'écrans tactiles. Le pays devient ainsi le premier État d'Afrique à utiliser le vote électronique. Marina Vanier. C'est une nouveauté en Afrique. La Namibie organise son premier vote électronique. Environ 1,2 million de personnes sont attendues ce vendredi 28 novembre lors des scrutins du pays. Autre innovation particulière de la Namibie cette fois, le pays connaîtra un double scrutin. Les élections présidentielles et législatives se tiendront le même jour. Pour l'occasion, 4000 bureaux de vote ont été ouverts sur l'ensemble du territoire. Ils sont dotés d'isoloirs équipés de machines aux écrans tactiles. Les responsables électoraux espèrent que cette avancée technologique suscitera un intérêt important pour l'ensemble du continent africain. La décision d'envisager d'acquérir des machines de vote électroniques a été principalement basée sur des défis et des expériences que nous avons eues des élections et la manière dont nous gérons nos scrutins. Le changement provoquant des inquiétudes, 3 partis d'opposition ont intenté un recours en vue d'un report des élections. Ils dénonçaient un risque de trucage avec la nouvelle procédure. Des craintes refutées par les autorités du pays. Les votes électroniques ont la particularité de ne pas avoir une trace écrite. La question du suivi écrit est fondamentale, mais je pense que tous les partis qui se plaignent maintenant auraient amplement pu le faire plus tôt auprès du gouvernement ou à la Cour, au lieu de venir demander un report 2 jours avant l'élection. 9 candidats s'opposent à la présidentielle. Pour des observateurs, le Premier ministre Age Gengob est un favori pour reprendre le rôle du président Pohamba. En cas de victoire, la SWAPO, parti au pouvoir depuis 1990, sera donc reconduite. Les résultats officiels devraient être annoncés ce dimanche 30 novembre 2014. Dans l'actualité également, la Centrafrique ne participera pas au 15e sommet de la francophonie. Le Conseil permanent de l'organisation a en effet suspendu le pays de ses instances tout en reconnaissant le dispositif de transition instauré sur décision des chefs d'État de l'Afrique centrale. Écoutez Antoinette Montaigne, conseillère à la présidence centrafricaine. Ceci étant, la situation grave de la République centrafricaine peut aussi justifier qu'on y fasse un peu plus attention dans la mesure où le régime issu du coup d'État du 24 mars a cessé par l'élection par le Conseil national de transition de Madame la Présidente, chef de l'État de la transition, Catherine Samba-Panza, le 20 janvier 2014. Donc, il y a eu une évolution sensible de la gestion de la gouvernance. Le pays a été dans une situation particulièrement difficile avec un État totalement effondré. Madame la Présidente de la Transition a fait un travail colossal de remise en état des embryons de l'État. Donc, il y a autant d'efforts qui ont été faits, mais ces efforts auraient pu aller plus loin si nous n'avions pas eu des difficultés persistantes et aggravées sur le plan de la sécurité. Et donc, nous sommes vraiment en attente d'interpeller par un cri de détresse de la population centrafricaine l'ensemble de la communauté internationale pour nous aider sur la question de la sécurité dont dépend tout le reste de la transition et le futur de la République centrafricaine.
Nouvel élan dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Les gouvernements ivoiriens et gabonais ont conclu ce mercredi à Yamoussoukro 5 accords de coopération. Parmi ces accords, la suppression des visas entre les deux pays pour les passeports diplomatiques de service et officiels. Ibrahim Ndiaye. Le Gabon et la Côte d'Ivoire ont conclu ce mercredi 26 novembre à Yamoussoukro 5 accords de coopération salutaire, dont le plus important concerne la suppression des visas entre les pays pour les passeports diplomatiques et des services. Des conventions qui ont été signées à l'occasion de la visite du chef de l'État gabonais Ali Bongo en voyage depuis le 26 novembre en Côte d'Ivoire. C'est une avancée d'abord parce qu'il s'agit de deux pays africains francophones qui ont une tradition de relations quasi séculaires désormais. Ensuite, c'est quelque chose qui est tardif du fait simplement que la force de ces relations qui a été observée depuis des années n'a pas été matérialisée dans des textes. Les échanges globaux entre les deux pays sont encore faibles sur le plan économique, même si elles se sont améliorées au cours des 5 dernières années, en passant de 40 milliards à 400 milliards de francs CFA. Mais la libre circulation des biens et des personnes reste encore un défi à relever. Aujourd'hui, avec un accord de libre circulation entre le Gabon et la Côte d'Ivoire pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, c'est un premier pas, mais il faut aller plus loin, de façon à permettre à toutes les populations, donc à toutes les personnes disposant de passeports ordinaires, de pouvoir circuler entre les deux pays. Donc c'est quelque chose qui va dans la bonne direction, mais dans le contexte actuel, il faut amplifier les choses en allant plus loin, de façon à permettre une libre circulation non seulement des personnes avec des implications économiques et naturellement politiques. Au total, 27 accords devront être signés à l'occasion de la visite du président Ali Bongo en Côte d'Ivoire, visite qui prend fin ce vendredi 28 novembre. Au Maroc, le Forum mondial des droits de l'homme se poursuit. Une centaine de pays participent. Pour cette seconde édition, 30 thématiques ont été retenues. Mais l'occasion est surtout donnée de faire un bilan des avancées en matière de promotion et de respect des droits humains. Marina Vanier. Ouverture ce jeudi 27 novembre du Forum mondial des droits de l'homme à Marrakech, un rendez-vous mondial des défenseurs de droits de l'homme et de décideurs politiques. Objectif, créer un espace d'échange pour une meilleure universalisation des droits de l'homme. Venus de tous les continents, les responsables politiques, mais aussi les organisations de droits de l'homme, veulent remettre au cœur des relations internationales les droits de l'homme comme une priorité. Prévu jusqu'au 30 novembre, ce forum, qui en est à sa 2e édition, connaîtra la présence d'éminentes personnalités, sans oublier la pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. Plus de 150 activités sur des problématiques traditionnelles des droits de l'homme, comme par exemple les droits civils et politiques, les libertés d'expression, la liberté d'expression, mais aussi des problématiques émergentes, comme par exemple les droits de l'homme des personnes âgées, le monde dans l'entreprise et les droits de l'homme. Il y a de plus en plus d'initiatives sur cette problématique, ou par exemple les grandes échéances sur l'environnement. 30 rencontres thématiques sont prévues à ce forum. Le choix du Maroc est symbolique. Le pays entend s'imposer résolument sur la scène internationale en matière de promotion des droits de l'homme. Et la question des droits de l'homme, c'est toujours bon de l'aborder, même si on peut ne pas être d'accord sur la forme ou on peut ne pas être d'accord sur le contenu. Mais il faut rappeler que dans la région du Maghreb, pas uniquement au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, c'est une question qui a été souvent entourée parfois d'interdits, de questionnements, de remises en cause, d'accusations, etc. Et là, je crois qu'il y a une nouvelle conjoncture politique, conjoncture également stratégique et géostratégique. Il y a beaucoup de changements dans la région arabe. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Tunisie avec un processus électoral. Et tout ça fait que la question des droits de l'homme devient de plus en plus, plutôt de moins en moins tabou. C'est-à-dire qu'on peut parler des libertés, qu'on peut parler des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels, etc. Parce que la question des droits de l'homme est une question complète. En décembre 2013, le Brésil organisait le premier forum mondial des droits de l'homme. Le royaume chérifien a été choisi pour l'édition de 2014, l'Argentine devant accueillir la 3e édition du forum en 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.